Oui, non, mais c'est les manques de concentration. En fin de compte, vous l'avez vu. Hein? En fin de compte, il n'était pas. Ah, לאט לאט. בעזרת השם יתברך. Ouais, טוב. עוד שב צדיק. בשם השם נעשה ונצליח. בוקר טוב. On est ce matin le mardi, autant pour moi, 11 mai. Et on est le kaftet du mois de Iyar, les Chaim Tovim ou le Shalom. Joyeux anniversaire pour ceux qui ont acheté les shiurim qui ont déjà été faits hier soir. On n'a pas attendu pour eux. Et ce matin, le shiur a été acheté, Bezrat Hashem, par Laetitia Sultan et Ekara pour la réussite matérielle et spirituelle de son époux, Jonathan Ben Chantal Rachel Sarah. Et pour une très bonne santé pour toute sa famille, Vekol Am Israël, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, une grande santé aussi pour notre ami Henri Ayakar, Henri Ben Aaron Ben Yeshua Ayakar, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Ton frère aussi, Mordechai Ayakar, Shoev Torah, Mizot Masim Tovim, je me Oto Bechol Asherlo. Refoua Shlema pour Baruch, Soufan, Ben Ruth. Tu vois, on prie pour toi aussi tous les matins, Tzadik. C'est vrai. Ravim Otra Meod, je me Otra Bechol Asherlach. Hein? À quoi? La Askara peut-être. Attends, pour l'instant on est dans les malades. Bezrat Hashem, juste un tout petit instant. Souhaitera en même temps la Refoua Shlema pour Moratimi Akdosha Vateora, pour Asher Jami Ben Moshe Yakar, Sarah Taleb Batefrat Myriam, Yanaï Ben Esther, René Mahlouf Ben Sarah, j'espère qu'il va mieux, Haya Ruchama Esther Batrivka Ben Simon, Julo Ben Yasmin Yadan Yakar, Robin Amos Abraham Haim Ben Malka, Uriel Rivka Haya Bat Esther, Baruch, Ine Upo, et Benjamin Hillel Ben Martin Esther. Bezrat Hashem, qu'on entende que de bonnes nouvelles à ton mariage aussi, Bezrat Hashem, et tous les Revakim d'Israël. Hein? Avec une fille, dit-il. Oui, tu as raison. Tu ne me prends pas mes blagues, s'il te plaît, à moi. Quoique, j'aimerais bien que tu fasses une blague, quelque part. C'est le bruit des avions, ça. Mais non, même si je fais un cours, ça me coupe pendant le cours, la sonnette de l'alarme. Alors, il faut couper l'alarme. Mais j'y arrive pas. Alors, tu enlèves l'application. Et après, tu la remets. D'accord. Tov. Les élèves Alpha Avdalim, on fêtera en même temps Bezrat Hashem, Jérémie Ayakar, Baracha Be'atzlacha, Bechol Maseyadecha, Amen. Kol Am Israël Itrem. On pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël. Avant de commencer ce shiur, Georges Elio Ben Simcha, Alice, Shane Ben Fidja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zelik Man Lebi, Yehuda Sinim Ben Yusad, Gérard Goulik, Aaron Chaim, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Hugues Shira, Haya Bat Ivan Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hnina, Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, et Amram Ben Yaakov Azoulay, Alayhim Shalom, Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Vechol Ashurvim Imam. Et là, à ce moment-là, tu me dis aussi le nom de Yitzhak Ben Fortuné. Je ne sais pas comment je vais appeler ce shiur, basé aussi sur la psychologie, mais Vada est tout à fait fidèle à la halacha et à la hashkafa de la Torah, de Shabbat Teora, puisqu'ici on ne parle que de Torah de toute façon. Même quand on parle sur l'aspect politique de notre pays, on ne reste que dans la Torah. Ici, on respecte la Torah du Rav Ovadia Yosef, qui est Karon, c'est notre manché. Et on aime la Torah partout où elle est. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand tu prends un verre qui est sale, tu ne l'as pas nettoyé, et que tu verses du lait dedans, le lait, il est blanc, il est propre. Mais quand tu bois le lait, le lait, il est sale. Et le goût, il est amer. Parce que tu n'as pas nettoyé ton verre. Ainsi est l'homme, avec ses pathologies. Et j'ai envie d'appeler ce shiur ceux qui vivent dans leur bulle. Il y a des gens qui vivent dans leur bulle. C'est pas mal comme titre. En toute franchise, j'appelle ça des fous. Vous allez comprendre de quoi je parle, et c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet dans lequel, malheureusement, je suis plongé depuis entre 20, 23 ans, 25 ans, ça dépend. Quand je prends ça vraiment au sérieux, quand j'ai commencé à faire mes premières consultations avec les gens qui vivent dans un illogisme total. Je vais vous donner des exemples de quoi je parle. Ils vivent dans leur bulle, ils sont totalement en marge de la réalité, de la logique et de la justice. Ils sont dans leur monde à eux, où le seul juge chez eux, le seul monde dans lequel
qui est réel, c'est le leur. Et l'aspect extérieur, ils vivent dans le déni. Ce que tu dis, je ne le reconnais pas. Alors qu'ils étaient dedans. On parle de toi, Baba. On parle de ton illogisme. On parle de ta débilité. À un moment, ça devient débile. Mais quand je vous donne des exemples, vous allez comprendre de quoi je parle. Des exemples que j'ai vécus avec des gens. Bien entendu, on ne donne pas de nom. Le but, c'est pas de critiquer l'autre. C'est pas mon but. Je parle de ce défaut mental qui détruit les familles, qui détruit les couples, qui détruit la relation entre les uns et les autres, dans lequel on se retrouve face à des situations où non seulement on a raison, mais on se retrouve à demander pardon des fois à l'autre alors que c'est nous qui avons raison. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer une chose, ce n'est pas chose rare. Ce n'est pas chose rare. Demandez aux psychologues professionnels dans ce domaine, ils vont te dire, il y a autant de gens problématiques que de gens normaux aujourd'hui. On est à 50-50. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus, d'afrique un peu plus chez les hommes que chez les femmes. Cette devise du déni, de vivre dans sa bulle, c'est presque à la limite, si vous voulez comprendre un petit peu de façon caricaturale, celui qui marche sur l'autre et qui le regarde en disant pourquoi tu as mis ton pied sous mon pied. T'avais qu'à pas être là. C'est presque ça. C'est presque ça. Alors, c'est vrai que ça c'est un peu une caricature parce que ça va trop loin. Mais il y a des cas où Béhémet, c'est en parallèle exactement de cela dont on parle. Tu as mis des informations de ce qui se passe à Jérusalem. Ça chauffe à Jérusalem. Le temple a été détruit par le feu. À ce qui paraît, il sera reconstruit par le feu. On verra ce qui se passera. Mais pour l'instant, ce qui s'est passé avec les événements, c'est qu'on pensait qu'après le Covid-19, ça y est, il va se passer quelque chose, la Géoula. Pour l'instant, on n'a toujours rien. On est en plein dedans. C'est l'accouchement. On n'est que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Yitbarach. Et surtout que ne tombe pas un seul cheveu de notre peuple. Speak. On a assez de morts, assez de malades. Speak. Et Ratson chaque jour, Ishmor allez nous. Alors, d'où est-ce que ça vient et quel est le problème? J'espère que c'est un sujet que les couples vont beaucoup partager entre eux. Et bien entendu, les exemples que je vais donner pour bien comprendre et illustrer un petit peu ce langage ambigu, c'est aussi bien les hommes vis-à-vis des femmes que les femmes vis-à-vis des hommes. Je m'adresse aussi à ceux qui vivent dans cette folie. Je ne sais pas comment l'appeler en fait. C'est une folie. C'est une folie. Vous allez comprendre les exemples que je vais vous donner. C'est une folie. C'est presque à la limite, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, il n'arrive pas à te rembourser. Tu viens le voir et te dit, tu n'avais qu'à pas me prêter. Voilà un petit peu. Voilà. Ça arrive, dit-il. Tu n'as rien fait, tu ne devais rien à personne, tu te retrouves en train de devoir à l'autre 50 shekels parce qu'il t'a embrouillé ton esprit. Et ce sont des gens qui jouent beaucoup avec la démagogie, avec un tel sérieux dans le regard, que Béhémet, l'autre est sans réponse. Il est bouche bée. Il n'arrive plus à répondre. Il n'arrive plus à réagir en se disant peut-être que Béhémet, il est tellement sérieux, tellement serein dans sa pathologie, parce que c'est une débilité, c'est vraiment un problème maladie, ouais, que c'est toi qui te remets en question, alors que tu as raison. Mais l'autre, il reste sur sa position. Tu viens lui ranger, par exemple, une maman, je donne un exemple, vient ranger l'armoire de son fils, parce qu'elle est complètement mévoulgane, et elle dit à son fils juste une phrase, pourquoi tu jettes en boule ta chemise? Juste, mets-la dans la chasse si elle est sale, et range-la si elle est propre. L'enfant va répondre, enfin l'enfant qui a 16 ans, 15 ans, je t'ai pas demandé de faire mon armoire. Temps mort. Quel rapport entre la question et la réponse? Comment tu peux donner une telle réponse alors qu'on te rend service? Et moi, si j'avais été la mère, en tant que d'origine tunisienne, ce que je fais en général, si j'avais été la maman, je prends toute la main, je mets tout par terre. Ça, c'est moi, c'est quand je réalise, quand on me chauffe, vraiment, pour éduquer un enfant, moi, un truc pareil, je prends toute la main, je mets tout par terre, y compris les étagères. Mais gentiment, sans me fâcher. Maintenant, tu vas ranger ton armoire. Reste dans ta débilité, comme ça au moins tu... Mais il ne faut pas faire ce que je fais. Moi, c'est moi. Ma façon de... Quand on dépasse certaines limites dans la chutzpah, et je gvoule. Mais comment un enfant de 15 ans peut répondre comme ça? Posez-vous la question. C'est un enfant qui vit dans sa bulle. On te rend service. Et souvent, c'est le cas même dans les couples où la femme ou l'homme, pour ne pas qu'il y ait toujours les femmes sont bien, les hommes sont pourris, ou le contraire. Je parle de généralité. Eh bien, la femme ou l'homme, je vous ai noté comme ça à toute vitesse avant de commencer le cours des exemples que j'ai eu à mon bureau ou dans mes discussions de Shlom Bayit avec certaines personnes et tu deviens fou. Vous allez voir de quoi je parle. Tu veux entendre? Mode manienne. D'abord, d'après vous, professeur Lévy, d'après vous,
vous qui avez beaucoup d'expérience dans le domaine, est-ce que vous pensez que ça vient de quoi? Qu'est-ce qui provoque ça d'abord chez une personne qui vit dans sa bulle? Il est persuadé qu'il a raison et restera sur ses positions. D'où ça vient? De l'enfance. On est complètement d'accord, c'est la réponse de tous les psychiatres, enfin, pas les psychiatres, de tous les thérapeutes professionnels. Oui, c'est relié automatiquement à l'enfance. D'accord? D'ailleurs, toutes les pathologies en général, pas toutes, mais une grande partie d'entre elles, on peut dire 75% des pathologies, sont reliées à l'enfance. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Il y a un processus d'inconscience qui se révèle plus tard. Ouais, c'est très flou. Tu m'as jeté une pierre dans l'eau et tu m'as dit débrouille-toi avec. Ok. D'après vous, monsieur Henri, qu'est-ce qui provoque ces choses-là? Moi, j'ai beaucoup de réponses à donner à ça. Vas-y. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Bravo. C'est une des raisons. Je peux te l'affirmer. Ouais. Je peux te l'affirmer quand on donne des portables à nos enfants. Quand on grandit avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je voudrais approfondir ce que tu viens de dire. Mais d'abord remercier l'intervention du professeur Lévy qui vient de dire quelque chose de vrai que tu retrouveras dans tous les livres sur toutes les pathologies. C'est essentiellement relié à l'enfance. Éducation violente, trop d'amour, pas d'amour du tout, relié à des blessures non cicatrisées, non soignées, et la liste est longue. Deuxième cas, exactement, quand on voit dans les réseaux sociaux des hyènes en train de dévorer vivants des animaux. Au début, ça dégoûte, ça fait peur. Quand on voit des hommes se faire dévorer vivants par des tigres dans les eaux, quand on montre sans plus aucune gêne, toutes sortes de choses qui, en général, devraient nous faire peur, nous réfracter, nous remettre un petit peu en question, c'est tellement devenu banal à nos yeux que l'immoralité, que la chutzpah, que l'effronterie, que tout ce qui est en train de se passer, quand on voit aujourd'hui par exemple deux flics qui sont filmés en train de demander des papiers à quelqu'un, je ne pense pas de ce qui s'est passé spécialement aux États-Unis avec celui qui a, j'ai oublié son nom, ils l'ont écrasé sa tête et qui en est décédé. Floyd. Comment tu dis? Floyd. Okay. Je ne parle pas de ce cas-là précis, parce que c'est vraiment inadmissible pour lui ce qui s'est passé, même si on veut dire de lui que c'est un délinquant, pas un délinquant avant, je ne rentre pas là-dedans, mais ce qui s'est passé est inadmissible. C'est un acte d'une violence extrême. Avant, quand on était nous enfants, j'ai 54 ans, bientôt 55, pour animer le côté tunisien de ma personne, mais avant, on ne montrait pas, c'était montré à des heures dans le journal où les enfants vont dormir. On faisait attention à ce qu'on montrait aux enfants. Et je voudrais vous expliquer une stratégie des palais de justice, comment ça se passe quand on veut défendre un meurtrier. Vous avez un meurtrier, pour répondre à ta question à propos des réseaux sociaux, comment on fait dans la démagogie pour alléger la peine d'un meurtrier qui aurait violé une enfant et en plus assassiné, c'est-à-dire coup de couteau, chas shalom, sur une enfant. Vous savez ce que va faire l'avocat de cette ordure qui a fait une chose pareille, ou de ce fou qui a fait une chose pareille? Il va le défendre. Bah oui, c'est pour ça qu'il est avocat, sinon il ne sera pas payé. Je veux dire, mauvaise intervention. Qu'est-ce que va faire, d'après toi, sur le domaine stratégique pour alléger la peine? Vas-y. Il va parler de l'enfance de ce pauvre petit personnage victime de sa bêtise humaine qui a violé par ses pulsions animales. Ça ne va pas le défendre. C'est pas ça qu'il va défendre. Il n'était pas lui-même. Il n'était pas lui-même, il fumait un joint, c'est pour ça qu'il a acheté par la fenêtre. Alors que dans tous les autres cas où il a été arrêté avec toutes les arrestations, il fumait encore plus de joints, mais par contre, on ne lui a jamais trouvé de pathologie. Ken? Il va lui trouver des circonstances atténuantes qui vont... Il n'y a pas de circonstances atténuantes de prendre une jeune fille de 10 ans, de la violer et de la couper. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il défend. Hein? Il va étouffer la... Ouais, si tu veux. Il vient avec un sac plastique, il met tous les jurés à l'intérieur et il étouffe l'affaire. Non, alors je vous expliquer, si vous me le permettez, quand vous saurez comment il se fait. Aux États-Unis, c'est les professionnels de ça. Les avocats vont eux-mêmes à la morgue et ils prennent des photos les plus dramatiques du corps de cette jeune fille. Ils prennent des photos. Quand ils vont au procès, ils en ont fait un cadre énorme. Ils ont une photo qui fait 1 mètre sur 70 cm. Il prend cette photo horrible et il la montre au juré. Ce qu'a fait mon client est inadmissible. Regardons le corps de cette jeune victime. Les gens, tous choqués. Le problème, c'est qu'il va reprendre cette photo et dire, on voit que l'acte qu'il a fait, regardez bien quand il lui a donné un coup de couteau au niveau du cou. Regardez bien. Et là, les gens, d'un coup, niveau stratégique, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent maintenant sur la blessure. Ça y est, le coup de choc a été fait. On va dépasser la première limite.
Au bout de la troisième fois, ils vont faire appeler le médecin légiste, il est toujours là avec sa photo. Au bout de la troisième fois, la photo est devenue banale aux yeux du jury. Il va dédramatiser une situation inadmissible. C'est exactement ce que font les réseaux sociaux. Quand au début, il y a très longtemps, il y avait les échangismes des couples, tout le monde était outré. Dans les journaux, on n'osait pas marquer des choses pareilles. Dans telle maison, il y a un truc organisé, échangiste. Ça veut dire qu'une femme mariée va avec un homme marié, et toi, tu prends la femme de la femme mariée. Hachem, ishmor, des choses qui n'ont même pas de kapara. Hachem, ishmor virahem. Mais quand tu le mets, ça devient une mode. Quoi, t'as pas de maîtresse, quoi, t'as pas pris une femme mariée. Et alors il avait qu'à faire attention à sa femme. Comment tu dis des choses pareilles? En kapara, racha moursha. Comment tu dis des choses pareilles? Je me shmor verahem. Aujourd'hui, tu prends un magazine, comme tu dirais en France, Vogue. Ici, comment s'appelle le magazine? Hashem Ishmor Verachem, le plus grand torchon qui est sorti de Medinat Israël, l'Aïcha. Dans ce magazine de femmes, vous avez 2 pages d'adresses d'échangistes dans toutes les villes. De quoi? D'échangisme. C'est quoi, l'échangisme? Parce que quand tu vas au champ changer de l'argent. Ça fait 1 heure que j'explique. C'est vrai. Toi, tu es trop pur pour entendre ce genre de choses. Toi, tu es dans une bulle, mais une bonne. Une bulle, elle est mauvaise. Hein? C'est une bulle puante. Velachen, quand tu viens et que tu ouvres le journal et que tu lis ça, au début, tu es choqué. Mais quand la personne a un abonnement à ce genre de torchon et qu'elle regarde 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle en plaisante. On devrait essayer. Et puis ceci, et puis cela. Et c'est pareil pour toutes sortes de choses. Les gens qui font du vol, ils ont tellement banalisé ce métier qu'aujourd'hui, ils se présentent, travaillent dans quoi? Ouais, j'ai mes bureaux de Forex. Bon, à l'époque, j'en sais rien. Ou mes bureaux de diamants, ou toutes les arnaques qui ont eu lieu. C'est devenu une banalité. Ah, dans quoi il travaille ton frère? Ah ouais, dans les bureaux pas cachers. Ça veut dire, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'accord? Il y a une époque, des choses comme ça, on aurait honte. Personne ne parle. Qu'est-ce que tu fais? Import-export. Mais qui change? Aujourd'hui, tu travailles dans les bureaux. Ah, cachère ou pas cachère? Comment tu peux dire pas cachère? C'est une avéra très grave. Comment tu peux dire pas cachère? Quand tu vis dans une telle situation et que tu vas banaliser la gravité de voler l'autre, que ouais, j'ai un bureau pas cachère à Tel Aviv et j'en ai un cachère par contre à Netanya, ouais. Ou le contraire, je ne sais plus. Comment? Attends, temps mort. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire? C'est comme si tu me dis le lundi je mange du porc, le mardi je mange cachère. Ça te dérange pas de dire ça? Talom itbayesh. Comme dit le Baal Shem Tov, quand on n'a plus de honte d'une chose qu'on a banalisée d'un péché, ouais, il n'y a plus de place pour la teshuva parce que tu n'en as pas honte. Donc ce sont des gens qui ne changeront jamais. Parce que pour changer, il faut réaliser, il faut reconnaître, il faut comprendre où on a fauté, où on a fait un truc qu'il ne fallait pas. Il faut reconnaître l'endroit. Tu ne peux pas soigner un membre si tu ne sais pas de quel membre il s'agit. Et donc, tant qu'on ne soigne pas ces problèmes-là, on n'a aucune chance ni de s'améliorer, ni d'améliorer la relation, ni de faire teshuva. Et on meurt dans un déni toute notre vie, où seul devant la mort, par contre, devant le trône divin, on va réaliser la débilité dans laquelle on a totalement vécu. Et tu as raison de le dire. Les réseaux sociaux ont provoqué une banalisation du monde féroce, du monde du sang, du meurtre, de l'inceste, de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, c'est de l'homosexualité. Et aujourd'hui, c'est tout simplement, je fais ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. T'es bien gentil, mais aujourd'hui, regarde ce que ça a donné dans l'atmosphère. Alors, je vous prends des exemples. Après, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je veux juste vous dire quelque chose. En fait, aujourd'hui, les algorithmes de ces réseaux sociaux... Les algorithmes? Les algorithmes de ces réseaux sociaux, oui. Le contenu qui nous est proposé, oui, nous est proposé que selon ce qu'on consomme déjà. C'est-à-dire que quelqu'un qui vote à gauche, par exemple, ne va voir que des articles de gauche. Oui, non, mais Vada. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un puisse voter à droite parce qu'il se met une base que je lis. Absolument. Ça nous enferme encore plus dans... Quand j'étais enfant, il y avait un film, je me souviens, extrêmement violent. Ce film-là avait même été, je crois, une période attendue, c'est plutôt de ton époque, ça s'appelait Orange Mécanique. On est d'accord? Un film qui a été très critiqué, extrêmement grave, et il avait fait le buzz à l'époque, il avait fait incroyablement
et c'est un succès, mais Orange Mécanique. De Kubrick. On est dans une synagogue, c'est pas un arabe, donc on va éviter. Il va me donner le nom des acteurs, lui, bientôt. Là, il est en train de kiffer. Professeur Lévy, là, il est en train de me dire, alors celui-là... Ah, le réalisateur. On s'en fiche. Mais ce film-là est tout à fait en rapport avec le sujet que je voudrais développer avec vous, puisqu'on se prépare à recevoir la Torah à Shavuot. Il faudrait peut-être qu'on se remette en question, comme on l'a dit tout à l'heure, d'Eretz Kadma la Torah. Dans ce film-là, Orange Mécanique, de toute chose impure, on peut prendre des exemples de la vie. Comme je dis souvent, la Torah, sa force, c'est de mettre toujours des pétales au-dessus des ronces, pour en faire une rose. Donc c'est vrai que l'exemple, il n'est pas spécialement toraïque, mais en tout cas, il est très clair pour comprendre notre sujet. Il te montre là-bas comment des gens qui sont capables de rentrer dans les maisons avec des battes de baseball et frapper des personnes âgées, de les voler, de les violer, Hachem, je pense qu'ils sont capables de faire, comment ils avaient trouvé une thérapie pour les soigner. Donc ils leur ouvraient les yeux comme ça avec des appareils et ils leur mettaient toute la journée de la musique douce, des choses calmes, avec des chants de fleurs de toutes les couleurs, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montraient des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, des massacres entre le Japon et les États-Unis quand ils se coupaient les bras. Et la personne, après avoir vu pendant des jours et des jours, comme ça, emmagasiné constamment des images passives, et qu'on lui montrait des images violences, il se mettait à pleurer en disant « mais c'est trop choquant, c'est trop... » Pourquoi je vous parle de cet exemple-là qui a été utilisé donc par ce réalisateur dans son film? Parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. On va mettre dans les yeux des gens ce que, en fin de compte, on veut diriger d'eux. C'est-à-dire que toute l'histoire des médias et des films que l'on voit vont nous orienter vers l'idéologie de celui qui veut, en fin de compte, lancer une nouvelle mode. Comme, je vous donne un exemple, comment ils ont fait pour essayer d'éteindre un peu ce feu de la haine de la personne de couleur. Une personne qui est noire, une personne qui est blanche. Vous savez, à partir de quand ça a commencé tout ça? Au niveau des réseaux sociaux et des films. Ça a commencé avec Starsky et Hutch, par exemple, où d'un coup, le chef de la police, c'était un homme noir. On a commencé à insérer de plus en plus l'idée que, avant, c'était les Blancs qui dirigeaient les Noirs, il y a eu les Nordistes et les Sudistes, cette fameuse guerre de l'indépendance et ainsi de suite. Oui. Et après, on a essayé, et c'est très bien, hein, pour moi, tous les hommes doivent être égaux, c'est pas parce que tu es noir, tu es blanc, autre chose. C'est pas là qu'est la question. Je parle, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est en train de montrer que les Noirs sont au-dessus des Blancs. Surtout avec ce qui est en train de se passer. Donc, de plus en plus, on est en train de balancer de l'autre côté les choses, à un tel point qu'aujourd'hui, quand il y a des émissions, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'étais chez ma mère, moi j'étais encore choqué de voir ça. Lo Aleinu velo Alechem. Tu as un couple d'hommes qui sont dans une émission qui passe à midi à peu près, sur une chaîne, je ne sais pas comment ça s'appelle, peu importe, Les Amours. Les Amours. En France, ouais. D'accord? Et homme, femme, hein, et d'un coup tu as deux hommes, et bonne réponse, et tu vois les deux hommes s'embrasser et tout le public applaudir. Mais quand ton fils de 5, 6, 7, 8, 10 ans, il voit ça, pour lui c'est une normalité tout à fait morale. Si je suis amoureux de mon copain de classe, qu'est-ce que tu veux chez moi? Dans les dessins animés aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Les couples, homme-homme, femme-femme. Ils sont obligés. Quand tu vas dans certains aéroports et que tu vois toilette homme, toilette femme, toilette trans, comment c'est possible? Comment c'est possible? On est en train de banaliser les choses. Ce qui fait que quand tu as parlé de qu'est-ce qui provoque aujourd'hui cette bulle qui est de plus en plus fréquente dans la tête des gens, où on vit dans le déni de l'un et de l'autre, vous savez quand est-ce qu'on a vécu ça? Où est-ce qu'on a vécu ça selon nos chachamim? Où est-ce qu'on a vu ça? Cet illogisme-là. On n'a pas le temps, c'est Sodome et Gomorrhe. Dans la paracha de Vayera, Sodome et Gomorrhe vivaient dans cet illogisme des choses. Une personne, on la laisse crever, t'avais qu'à avoir de l'argent. T'es trop grand, on te coupe les pieds. Mais c'est immoral de couper les pieds de quelqu'un parce qu'il est plus grand que toi. Ouais, mais chez nous, tu dois pas être plus grand que moi. Selon quels critères? Selon notre débilité. La ville de Sodome et Gomorrhe, oui, a été détruite parce que le monde ne peut pas vivre selon ce système. La Torah, la Bible, qui est considérée comme étant fanatique par certains historiens et professeurs, eh bien, refute cela parce qu'en fin de compte, la Bible t'empêche de vivre cette liberté d'esprit. T'empêche de vivre un monde, et là, j'arrive au summum de la phrase, le monde des limites. Le monde est limité. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le sable? Pour ne pas que la mer envahisse le monde. Si le monde, on n'a pas des limitations de vitesse, on va rouler à des vitesses qui iront au summum de chacun avec sa voiture. Si on n'a pas une limitation au niveau de notre faim, imaginez que quelqu'un est toujours faim,
tout le temps faim, il explosera tôt ou tard. Imaginez qu'une personne soit tout le temps en train de dormir, il ne fera rien de sa vie. Toutes les choses de ce monde n'ont de valeur que quand elles ont des limites. Si tu roules sur une route qui n'a pas de talus, qui n'a pas de bande jaune, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton virage un peu trop à droite ou à gauche et créer l'accident. Le monde ne peut pas vivre sans limites, sachez-le. Et la Torah est venue nous donner les limites de toute l'histoire de notre peuple. Sukkot, c'est 7 jours, c'est pas 8, c'est pas 9, c'est pas 10. C'est pas 6 non plus. L'otosifun velotigreun. Faut pas rajouter, faut pas enlever. Il y a des limites à chaque chose. Ce que veut le modernisme d'aujourd'hui, c'est retirer toutes les limites. Tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Et tu penses comme tu veux. Mais le problème, c'est que si tu as quitté la route et que nous, c'est-à-dire qu'une autre partie des gens vivent dans ce monde-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on ne s'entend plus. Ou pire encore, chacun son monde. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On est rentré dans le monde de l'égocentrisme et on habitue les nouvelles générations à vivre dans cette très grave pathologie, non pas du PN, mais du narcissique. Les gens, je vous l'affirme, malheureusement rentrent. Vous savez, c'est quoi un narcissique? C'est quelqu'un qui n'est même plus capable d'avoir de l'empathie pour l'autre. Je n'ai plus d'empathie pour toi. Je vous donne un exemple que j'ai vécu. Quelqu'un est en train de manger dans une marmite. Ok. L'autre lui répond: arrête de manger dans la marmite. Si tu as faim, prends un plat et sers-toi. C'est pas agréable de manger après quelqu'un qui mange dans la marmite. Réponse d'une personne qui vit dans une bulle totalement illogique. Alors, moi je vous pose la question peut-être à vous, à Abraham, ce bagayaka. Imagine que tu es faim, que tu ouvres une marmite et que là, tu as le plat des plats, une psalouloubia. Tu as l'air? Non, ne rigole pas. Toi, t'es ashkenaz, tu peux pas ça. J'ai pas dit que tes fiches. Je connais. Tu connais? D'où tu connais psalouloubia? J'ai des amis tunisiens. Ah, t'as des amis tunisiens? Ça arrive aussi. C'est pour ça que t'as mis la chemise à carreaux. Tu te tiens à carreaux. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais à Abraham ce bagayaka si ta femme vient te dire mange pas dans la marmite? Oui, tu as raison. Parce que tu vis dans des limites de logique. Tu es de l'ancienne génération, on va dire ça. Oui. Cette personne répond à l'autre une phrase qui va vous faire comprendre c'est quoi quelqu'un qui vit dans sa bulle. Béhémet, réponse. Tu n'as qu'à pas regarder. Qu'est-ce que ça répond? Blata, non, c'est pas chouette, c'est analysé, c'est un cas analysé au laboratoire. L'autre lui répond à ce moment-là, mais la question n'est pas de savoir si je regarde ou pas. La question, c'est que je te dis qu'on va être plusieurs à manger derrière et qu'il y en a que ça dégoûte comme moi. Je ne peux pas manger quand quelqu'un mange dedans. Maintenant, je suis débile, je suis bien, je suis pas bien. Et elle lui a répondu, cette personne, tu n'as pas d'empathie, ça ne te dérange pas que moi, ça me dérange? Il y a quelque chose qui me dérange. Ça ne te dérange pas? C'est un exemple. Alors des exemples, j'en ai plein à vous donner. J'en ai beaucoup au bureau des exemples, sans donner de nom. Alors, par exemple, je pose la question au mari, dans le cas échéant, c'était au mari. Je pose la question au mari, je lui dis, dites-moi, comme ça, juste une question, ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait un cadeau à votre femme? C'est une question simple. Tu peux me dire Pessar, tu peux me dire il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu peux me dire j'ai pas les moyens. Donne-moi un truc normal. Ah mais tout récemment, moi je suis un homme bien, Rav Twitou. Hein. Il n'y a pas plus longtemps, je crois, il y a quoi? 2 semaines? 3 semaines? C'est quoi? Avec vulgarité, regarde comme ça. Il y a combien de temps là? Vas-y. Elle lui dit il y a 3 semaines, la tête en bas. Et tu vois qu'il y a un malaise. J'ai fait, il y a 3 semaines. Lui offrir un bijou? Bah ouais, c'était notre anniversaire, je vais offrir un bijou, voilà. Hein? Si j'ai gagné un point, dans les dents, Rav Twitou. T'as vu? La classe. Je lui dis, pourquoi dans ce cas-là, elle me répond si tristement la tête en bas? La femme éclate en larmes, elle me dit, j'en peux plus. Je lui dis, madame, de quoi vous n'en pouvez plus? Il mentait le monsieur? Non, laisse-moi finir. Je dis ça et j'ai mal parce que c'est tellement fou ce qui se passe, tellement fou. Je sais pourquoi vous êtes si triste. Elle n'a pas la force de parler. Épuisé, plus d'énergie à l'intérieur. Mais vous voulez la vérité? Je lui fais des cadeaux. Bien sûr que je lui fais rarement des cadeaux, il me dit. Bien sûr que je lui fais rarement des cadeaux. Mais elle ne prend pas les cadeaux que je lui fais. Alors moi, je lui dis, pourquoi c'est important de recevoir un couple ensemble? Parce que tu écoutes le mec, c'est la fille qui pourrit, mais la fille, elle est là. Et des fois, c'est le contraire. Hein. Des fois, c'est la fille qui est pas bien, hein, et le mec. Elle dit, mais Rav Twitou, il m'achète une gourmette qui ne me va pas du tout. Il sait que je ne déteste cette couleur turquoise. Il le sait, je lui ai toujours dit, pas de turquoise, j'aime pas ça. J'aime pas. Je n'aime pas.
il m'achète une gourmette horrible de couleur turquoise. Oui, je ne la mets pas. Je lui ai toujours dit depuis qu'on se connaît, j'aime pas le turquoise. Chacun ses trucs. Voilà pourquoi laissez tomber. Alors je regarde la personne et je lui dis, toi tu es très fort en démagogie. Je te demande si tu as offert un bijou, tu me dis oui, il y a 3 semaines, fier, et tu me regardes droit dans les yeux. Mais par contre, tu me dis pas que ce que tu as acheté, c'est exactement ce que ne voulait surtout pas ta femme. Et il me répond, je vous en supplie, la réponse du débile. Hein? De toute façon, elle n'est jamais contente. Waouh! J'ai répondu à ce couple, je ne peux rien faire pour vous. Quand je dis ça en général, ça veut dire qu'il n'y a rien à réparer. C'est une personne, si je le remets à sa place, il va devant moi faire profil bas, dehors il va me critiquer. Et c'est arrivé plusieurs fois. Quand je suis face à des gens qui ont des très graves pathologies de déni ou autres, en général, ils me critiquent dans le dos. Mais ça ne me dérange pas. Je lui dois rien, il me doit rien, je ne peux pas plaire à tout le monde, j'en suis conscient. Il va faire du bruit un petit peu à droite, ouais, ce Rav Twitou. Il y en a. Je vous dis, il y en a. Ce sont des gens, je vous l'affirme, qui ont de très très graves pathologies. Et effectivement, je refuse leur Shalom Bayit. Il y en a même un à qui je refusais de m'occuper de lui. Je fais ce que je veux, mes rendez-vous sont gratuits. Je peux décider de qui je veux aider. Je peux pas, non? On est bien d'accord? Ouais. Donc ce couple-là est parti divorcer. Il a raconté à toute la ville que c'est moi qui l'ai fait divorcer. J'ai jamais dit à une personne divorce. J'ai simplement dit, je ne veux pas m'occuper de ton Shalom Bayit. Il y a d'autres personnes pour ça. Il y a des thérapeutes. Va. Moi, je peux pas. Pourquoi je ne veux pas? Parce qu'avec des gens pareils, il n'y a rien à faire. Tu me fais perdre du temps. Tu vas essayer de vouloir me manipuler dans un monde qui ne m'intéresse pas, homme comme femme. Ça ne m'intéresse pas de perdre mon temps avec toi. Je comprends que tu es en train de jouer avec une espèce de situation dans laquelle ta manipulation n'a pas d'attrait sur moi et je sais que ce que tu vas me dire, c'est ce que je veux vouloir entendre et que tu vas vivre dans un déni, dans ta bulle d'illogisme où en réalité les limites n'ont pas d'existence. Donc en ce qui me concerne, mon temps est précieux. J'ai d'autres personnes à m'occuper qui, eux, veulent un vrai Shalom Bayit, qui, eux, veulent vraiment s'arranger. Un Lisman. Zesrouti ou pas? Parce que c'est mon droit. C'est ce qui se passe dans mon bureau pratiquement tous les jours. 2, 3, 4 rendez-vous par jour où des fois je constate que la personne a un problème et qu'il ne compte pas l'arranger parce qu'il n'est même plus capable de l'arranger. Il a formaté son esprit à ne suivre que ce qu'il est. Bien entendu, comme il est accompagné de ses amis qui n'entendent qu'un son de cloche, et même le rap de la communauté qui n'entend que son son de cloche à lui, et il les manipule, en même temps un petit don, donc ça fait lui une personne qui a de l'empathie pour la Torah, qui aime le judaïsme, c'est une personne bien, parce que la vitrine est très belle. Résultat des courses, l'autre est vu comme une pestiférée, comme une sale personne, tu te plains tout le temps, elle est isolée dans son monde, ruinée d'arguments et épuisée parce qu'elle n'a plus d'énergie. Ce sont des meurtriers de larmes. C'est un jeu de mots, de l'âme et de larmes. Tellement les gens sont épuisés. Je vous ai noté un autre exemple. Oui, ça c'est aussi un truc qui m'a fait rire à mon bureau. Je dis à la personne, depuis combien de temps vous n'avez pas fait rire votre femme? La femme, elle fait ça à ce moment-là. Ouf. Réponse du mec, je vous promets, hein. Le Rav Twitou, vous la connaissez pas, elle fait tout le temps la tête. Je regarde et je lui dis, c'est pas la question que j'ai posée. Je vous ai pas demandé combien de temps elle fait la tête par jour. Je vous pose la question justement, vous, combien de temps, ça fait combien de temps que vous l'avez pas fait rire? Bon, la femme répond à ce moment-là très énervée. Posez la question à l'envers, ça fait combien de temps qu'il ne m'a pas fait pleurer? On est face à des situations rabotailles, où si Béhémet, ces gens-là dont on parle, qui sont atteints de cette, je dis bien pathologie. Pathologie, c'est une maladie mentale. Hein. C'est un mot, c'est un terme grave. Le mot pathologie, ce n'est pas un mot qu'on peut utiliser à tout va. Hein, une pathologie peut avoir 40% de néchout, comment on dit de néchout Handicap. D'handicap reconnu d'État. Une pathologie, c'est grave. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais c'est justement de ça dont on parle. C'est une pathologie. Ce sont des gens qui, par exemple, regarderaient des choses interdites sur leur portable, ouais, puis la femme le découvre. La femme le découvre, le mari a laissé son portable 2 secondes, le code ne s'est pas remis, parce qu'en général ils mettent des codes. Je trouve ça un peu inadmissible entre un homme et une femme de se mettre des codes. Si tu as un mari bien, normalement ta femme peut rentrer sur ton portable. Normalement, enfin, moi je sais pas, hein. Je sais pas. Mais moi j'ai un code sur mon portable ici que m'a mis le Ravinon. Je ne vais pas demander de le mettre, d'ailleurs avant j'en avais pas là dans mon nouveau portable, il me l'en a mis un. La première chose que m'a dit ma femme, c'est quoi le truc? Je lui ai dit. Oh. Le mec il est en train de voir des choses interdites, hein.
ou sur des réseaux sociaux avec des filles. Attends, on parle d'un homme marié, ok? Que Dieu préserve. Bah, toi, tu vas finir avec un col blanc ici, tu me fais peur, toi. Ok? La femme vient avec le portable et lui dit, dis-moi, tu peux m'expliquer c'est quoi ce que tu regardes? Avec qui tu parles? Normalement, qu'est-ce que tu réponds? Je voudrais entendre votre réponse à vous avant de vous donner la réponse. Qu'est-ce que tu répondrais? J'ai honte de parler. T'aurais honte de parler. T'aurais honte. Je fais rien de mal. Toi, tu dirais, je fais rien de mal. Non, non, sérieusement. Henri disait. Du haut de ses 90 ans, il dit, je fais rien de mal. C'est le moment de. Toi, c'est sûr que tu fais rien de mal. La personne qui fait ça, c'est le moment de faire tes chouvas tout de suite. C'est le moment de faire tes chouvas tout de suite. Bah oui. C'est marrant parce qu'en général, ce genre d'individu, dès que ça les concerne, il te dit tout de suite Akol Me'et Hashem. Mais que la femme ait découvert que le mari était sur des sites interdits, ça c'est pas Me'et Hashem. On joue avec la Torah. Eh bien, cette personne répond à ce moment-là, depuis quand tu te permets de regarder sur mon portable? Il va déplacer le problème sur c'est moi la victime et toi le coupable. Mais c'est un truc de fou. La question n'est pas, après on discutera que pourquoi j'ai regardé ton portable ou pas. À part ça, je te rappelle que je suis juste ta femme, hein, mais c'est pas grave. Je suis pas la copine, la voisine d'en face. Je suis pas un étranger. Je suis celui qui partage ta couche, celui qui partage ta chambre, celui qui partage ta table, celui qui partage ton mazal. Ouais? Le mec, il va déplacer et faire un scandale à un tel domaine que, en fin de compte, c'est la femme qui va s'excuser d'avoir regardé son portable. Mais le problème n'était pas là. Le problème n'était pas là. Le problème est, qu'est-ce que tu faisais avec ces sites dans tes mains? C'est ça la question. Après, je m'excuserai si vraiment ça te tient à cœur. Pourquoi je t'ai pas demandé l'autorisation de regarder? Mais heureusement que je t'ai pas demandé, sinon j'aurais jamais vu. Et on vit dans un déni, dans une hypocrisie de la logique qui déplace constamment le problème ailleurs. Et je finirai juste avec ça. Vous savez, c'est quoi cette manipulation extraordinaire de cette débilité des gens qui vivent dans leur bulle? Ça me rappelle un film. Encore un film. Big Boss. Rappelez de Big Boss. C'est exactement la même chose. Un ouvrier disparaît. Un ouvrier disparaît, hein? On est bien d'accord. Les ouvriers de l'usine font grève. Tant qu'on ne retrouve pas notre ami qui a disparu dans l'usine, on ne reprend pas le travail. Dans ce film débile qui n'a aucune importance, c'est juste l'image à retenir. Le patron décide d'envoyer des voyous pour les mater. Ouais, pour les mater. Oui. Résultat, ils gagnent. Les ouvriers gagnent. Mais ils décident de renvoyer le chef des ouvriers. Et là, ils sont très embêtés. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ils obtiennent gain de cause vis-à-vis du patron de ne pas renvoyer l'ouvrier. Et là, ils font la fête parce que l'ouvrier, qui s'est battu avec courage, qui s'appelait Lee, Bruce, ouais, n'est pas renvoyé. Si je me rappelle bien du film, hein, c'est pas important, je vous savez quand j'étais gosse. Ok? Il n'est pas renvoyé. Et ils sont là, ils sont heureux. Heureux pourquoi? On a gagné. Non seulement on s'est bien battu contre eux, mais en plus de ça, notre chef maintenant et leader des ouvriers n'est pas renvoyé. 2 jours plus tard, il y en a un qui dit, mais on est bête ou quoi? Oh, oh, la grève, elle avait commencé à cause de quoi? D'un ouvrier qui avait disparu. C'est exactement ça dont on parle. Il y a un problème ici, on va le déplacer là-bas et fêter une victoire hors jeu, alors que le problème était là. La question n'est pas de savoir si je t'ai pris ou pas ton portable. La question est de savoir comment est-ce que toi, en tant qu'homme marié, tu peux mettre tes yeux là-dedans, comment tu peux parler avec des femmes, comment tu peux agir en conséquence. Et le débat va être de quel droit est-ce que vous trouvez ça logique qu'elle touche mon portable? Mais la question n'est pas là. Sors de ta bulle de mensonge et rentre dans le monde de la réalité. La question est, qu'est-ce que tu faisais avec ça? C'est ça la question. Et le pire, c'est qu'il va dire après, pourquoi tu ne me fais pas confiance? C'est le monde à l'envers. Voilà exactement ce dont je parle. Et je peux vous affirmer que tant qu'on n'aura pas soigné tout cela, comme c'est marqué à la fin de temps, le Melech HaMashiach, la première chose qu'il va faire, c'est de nettoyer l'atmosphère de toute son impureté. Parce qu'on vit dans un monde extrêmement dangereux. Car le modernisme nous emmène vers un monde où quoi? En fin de compte, il n'y a plus de limites. Et quand on n'a plus de frontières,
c'est automatiquement l'accident et une souffrance morale, psychologique qui tue la personne de l'intérieur, non pas à l'image d'un four, mais à l'image d'un micro-ondes, qui te cuit par des ondes négatives de l'intérieur et les gens deviennent absolument fous. La reine Bezrat Hashem Chayavim la tset misé. On est obligé d'aller vraiment chez des gens, une thérapie, et que ces gens acceptent d'écouter leur logique, à eux, le vrai monde de la logique, et qui sortent de cet illogisme duquel, en toute franchise, nourri et renourri de façon impure par les réseaux sociaux, cette éducation des fois ratée. Je finis même avec une dernière anecdote qui vient de me remonter. Une fois, je me rappelle, un truc incroyable. J'étais avec une grand-mère à Paris, où son fils avait été accusé d'avoir volé la voiture de son patron. D'accord ? Alors je dis à la grand-mère, si les preuves sont accablantes et qu'il y a vraiment des preuves, c'est extrêmement grave de voler la voiture de son patron. Et la grand-mère me répond, mamache mot à mot, elle me dit, eh bien c'est de sa faute à lui, il avait qu'à faire attention à sa voiture. Je lui dis, madame, si c'est l'éducation que vous avez donnée à votre fils, c'est une grand-mère, champagne. Si c'est à l'éducation que vous avez donnée à votre fils, alors mamache, il mérite la prison. Elle m'a regardé comme ça de, comment ? Je dis, comment vous pouvez dire une chose pareille ? Vous vous rendez compte de ce que vous venez de sortir de votre bouche ? Eh bien oui, il avait qu'à faire attention à sa voiture. Comment tu peux dire une telle chose ? Ça a donné une éducation où ce même enfant aujourd'hui, eh bien continue toujours à voler et se vante d'être un homme qui possède un très bon métier, qui lui fait rentrer beaucoup d'argent. Bravo la maman. Ça, c'est les problèmes que tu as cités. L'éducation tordue, l'éducation blessante, l'éducation humiliante, l'éducation trop d'amour, trop je te couvre, trop mon fils est un dieu, ou l'éducation, où on met nos enfants depuis petits constamment avec les portables et les dessins animés, où eux-mêmes dans leur vie, qu'est-ce qu'ils comprennent ? Que la vie est un jeu, que la vie est un dessin animé. Mais quand tu as les pieds sur terre et que tu rentres dans le monde de la réalité, eh bien tu te rends compte qu'un dessin animé ça s'efface avec une gomme, tandis que toi par contre, tu vas dégommer toute la journée des stupidités, des illogismes de la vie qui vont tuer tout simplement l'atmosphère, qui vont tuer l'illogisme de la vie et en fin de compte, t'emmener à un divorce, à isoler les autres, à faire souffrir les autres. Et comme la vie est un éternel recommencement, toi-même, ce que tu as fait comme mal, tu vas le resubir. Et donc tu vois une autre personne qui a même fait du mal. Et le mal engendre le mal. Avera, goreret, avera. Vous savez que le mot péché, avera, vient du mot la'avor, c'est-à-dire celui qui a passé la limite. Ken. Je peux aller vite, parce que là, tu racontes ta vie. Et quand on a un président qui trompe sa femme. Ah oui, que je veux dire par là, quand le leader lui-même, le président qui trompe sa femme, le truc est comme ça, badaï. Il est évident que si la tête qui dirige le peuple est pourrie, c'est un mauvais exemple. Mais c'est pas comme ça, voilà la Torah. La Torah, dans la Gemara, nous dit que Dieu met à la tête le reflet du peuple. Si vos actions sont mauvaises, je mettrai à votre tête un roi dont les xérotes seront plus graves que celles d'Aman, Aracha, Vechoulé. En réalité, la question c'est, est-ce que c'est le leader du peuple qui est mauvais et qui rend le peuple mauvais, ou est-ce qu'en réalité, le leader d'un peuple n'est autre que l'expression de ce que vaut le peuple à son niveau. La Gemara voit les choses contraires. Quand on a un dirigeant qui est fixé à Rosh Hashanah par Dieu lui-même, c'est parce que Dieu voit l'ensemble du peuple d'Israël ou des nations du monde de ce qu'eux veulent, car l'homme est emmené là où il veut aller. Voilà. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et qu'on fasse tous très attention à cela. Et je vous conseille vivement de partager le plus possible ce genre de cours, même en couple, de voir et de vous remettre en question. Car s'il n'y a pas de remise en question, il n'y aura jamais de réparation de Teshuvah et de Shlom Bayit à la maison.